On était tous les deux assis contre la vitre, par terre. Par terre, au sol, tous les deux assis contre la vitre. On se retournait de temps en temps, face à face. Face à face, on se retournait de temps en temps parce qu'on se tournait tous les deux du même côté et on regardait dehors, là où on entendait chacun on entendait le bruit des vaisseaux incessant. Le bruit des vaisseaux, les plus grands vaisseaux qui passaient au-dessus des immeubles ou qui passaient au-dessus des grandes tours qui touchaient le ciel. On ressentait leurs vibrations à travers les murs, leurs vibrations à travers les vitres qui avaient l'air de trembler très légèrement et les murs qui avaient l'air de trembler très légèrement. On sentait des vibrations très légères, très fines, presque douces lorsqu'on mettait notre main sur la vitre ou lorsqu'on posait notre main sur le sol. Ou encore quand on s'appuyait contre le mur, les vibrations étaient très douces, légères, d'une légèreté presque agréable, d'une légèreté qui était presque agréable. Ça, c'était quand un énorme vaisseau passait au-dessus des immeubles et passait au-dessus des tours. Sinon, on arrivait simplement à entendre le bruit des petits vaisseaux. Les petits vaisseaux qu'il y avait dehors, avec leurs ailes qui étaient déployées, avec leurs petits moteurs, qu'on entendait vibrer. On ne le sentait pas vibrer comme les gros vaisseaux qui avaient un énorme moteur, mais on l'entendait. On entendait le bruit qu'il faisait, une sorte de vibrement ou alors de son aigu qu'il faisait de l'extérieur, et on ne pouvait que l'entendre, pas le ressentir comme les gros vaisseaux. On regardait par la fenêtre et ce monde futuriste, rempli de tours noirs ou alors de vitres teintées, à l'intérieur, on arrivait à voir des gens qui se préparaient. Tout le monde se préparait pour une mission différente. Nous deux, on était en train de mettre le bas de notre combinaison. On était en train d'enfiler notre combinaison, alors que j'étais en train de mettre mes protège-genoux, et j'étais en train de mettre mes protège-épaules, et mes protège-coudes, ainsi que ce qui protégeait le dessus de ma main et le dessous de ma main. Je mettais les parties qui protégeaient mes doigts, chacun de mes doigts, et j'enfilais mes gants. J'enfilais mes gants au-dessus de ça. Ensuite, je sentais mes articulations protégées, le dessus et le dessous de ma main protégés, mes genoux et mes épaules protégés. Je sentais aussi mes genoux et mes coudes protégés, et je mettais ensuite ma combinaison par-dessus. Par-dessus, au-dessus, je mettais ma combinaison. Et puis, une fois que j'avais ma combinaison, je prenais mon ceinturon par terre et je l'accrochais. J'y mettais le premier petit couteau. J'y mettais une rangée de 3 petits couteaux sur le côté. J'y mettais mon Tokiwoki. Notre Tokiwoki, on s'asseyait à une table et on les branchait l'un à l'autre. On les branchait l'un à l'autre, et à cette table, qui était juste à côté d'un énorme vaisseau qui était passé à côté de nous, formant alors une ombre incroyable à l'intérieur de notre appartement. Formant une ombre incroyable juste à l'intérieur de notre appartement, devant la vitre, cet énorme vaisseau, ou en tout cas l'aile qui tombait vers le bas et qui pouvait passer juste entre 2 tours, mais pas plus que entre 2 tours, formèrent une ombre incroyable, immersive à l'intérieur de notre appartement. Je me suis retourné comme si cette ombre était en train de manger et de ronger tous les murs. Elle était en train de lisser tous les murs. Elle était en train de planer au-dessus des murs jusqu'à ce qu'elle apparaisse partout autour de nous. Ensuite, lorsqu'il est parti, la moitié de l'immeuble a arrêté de vibrer. Je me suis posé contre la vitre et je ne sentais plus les vibrations agréables. Il était parti, j'ai levé les yeux pour regarder le vaisseau. J'ai alors ouvert le plafond en prenant, en prenant cette détente, ce levier sur le côté. Je l'ai alors tendu, juste devant moi, puis encore abaissé une seule fois. Puis je l'ai remonté. Au-dessus de nous, le plafond s'est divisé en 2 parties. On est monté par l'escalier sur le côté. Lorsqu'on est monté par l'escalier sur le côté, on est arrivé et notre vaisseau nous attendait. Quand je l'ai allumé de l'extérieur en posant ma main juste sur un boîtier, repérant ainsi ma combinaison et surtout en dessous repérant ma main et chacune des lignes de ma main, chacune des empreintes de mes doigts. J'ai alors laissé ma main et j'ai senti une vibration légère sur la peau. Sur ma peau, j'ai senti une vibration légère. J'ai remis mon gant et on est rentré dans le vaisseau. En rentrant dans le vaisseau, je me suis installé. À l'arrière, tout a pris alors une lumière
une lumière très fade. Une lumière très fade, presque éteinte, comme un vieux luminaire qui ne fonctionnait presque plus. Mais, mais tandis que juste devant nous, les manettes et les le compte à rebours pour décoller qu'il y avait juste devant nous, les numéros qui apparaissaient, eux, étaient d'une lumière très blanche. Ils étaient d'une lumière très blanche et juste devant nous, on était prêt à décoller. Alors que les commandes qu'il y avait en face de moi ont commencé à s'allumer les unes après les autres en une lumière blanche et bleue. En une lumière blanche et bleue, j'ai regardé alors, j'ai regardé les commandes s'allumer. La lumière blanche apparaissait d'abord comme une sorte de fil de lumière, de lumière jaunâtre un peu claire, un peu pâle, qui ensuite se transformait en une lumière très blanche très lumineuse, et qui apparaissait en dessous de chaque bouton de chaque commande, ou alors de chaque levier à tirer. Et je regardais alors les commandes qu'il y avait devant moi. Les écrans, je les allumais les uns après les autres, en scannant chaque empreinte de mes doigts, et en scannant la paume de ma main, en levant les doigts vers le haut. Ensuite, j'ai vu apparaître la ville sous mes yeux. Sous mes yeux, j'ai vu apparaître la ville lorsque la visière est apparue. La visière qui faisait à peine la taille entre mes yeux. Et puis la visière s'est écartée. Elle s'est ouverte en deux parties et est devenue plus grande. On est alors sorti et j'ai conduit le vaisseau. J'ai alors poussé le levier vers le haut et j'ai tiré vers moi la manette. J'ai tiré vers moi le joystick, la manette que j'avais en main. Je l'ai tiré vers l'arrière et je sentais une résistance. J'ai appuyé sur le bouton au-dessus et j'ai senti cette résistance disparaître. On est arrivé à un endroit précis où le vaisseau nous avait emmenés, un endroit de faune et de flore qui était en train de disparaître. Notre mission, essayer de la garder intacte. Elle était en train de disparaître, mais la faune et la flore continuaient à pousser. Elle disparaissait parce que d'autres plantes qui avaient fusionné avec le futur, avec notre ville futuriste, d'autres plantes qui avaient fusionné avec les produits chimiques, avec notre ville futuriste et avec les technologies qu'on avait inventées, étaient en train d'étouffer les vraies plantes qui avaient vécu sur la Terre. On essayait de les enlever, de les retirer jusqu'à la dernière pousse, jusqu'à la racine ancrée dans le métal. On les retirait. Mais lorsqu'on a entendu un petit cri, un petit rugissement, et à genoux par terre, j'ai commencé à chercher sous les plantes, à chercher sous les herbes. Et j'ai cherché sous les herbes, sous les plantes, mais je n'ai rien vu. Mais à un moment, j'ai mis ma main juste entre deux grosses plaques de métal. J'ai placé ma main, et j'ai senti quelque chose me griffer. J'ai retiré tout de suite. Et j'ai vu 4 marques de griffes sur ma main. 4 marques de griffes précises. Là, j'ai alors écarté ces 2 plaques de métal. Un petit puma encore tout gris, qui n'avait pas son pelage original, nous regardait de haut. Ses yeux étaient brillants. On a été le chercher, et je t'ai demandé de les maintenir, les plaques de métal. Les deux planches de métal qui étaient plutôt épaisses et lourdes, je t'ai demandé de les maintenir. Je t'ai demandé de les maintenir ouvertes, et tu les as tenues ouvertes. Tu as mis une sorte d'engin entre les deux. Une accroche qui pouvait maintenir plus de 1000 kilos ouverts, plus d'une tonne ouverte, et tu l'as mis et accroché. J'ai repris ce petit puma, je l'ai regardé, et je l'ai mis dans une cage. Il s'est tout de suite retourné vers moi et j'ai vu ses yeux. À cet instant-là, je lui ai laissé alors des herbes pour qu'il puisse se nourrir. Un petit morceau de viande que j'avais sorti d'un sachet, si jamais on trouve. Un petit morceau de viande crue que j'avais sorti d'un sachet, que j'avais alors aspergé avec du sang. Avec du sang, j'ai plongé ma main dans du sang et je l'ai aspergé. Je l'ai frotté et je l'ai mis alors dessus. Je l'ai mis dessus, j'ai frotté ma main dessus, qui était couverte de sang. Je me suis dit que ça lui donnerait peut-être envie de manger, et à cet instant-là, il a commencé à manger, à mordre, il était concentré sur son morceau de viande. On l'a amené, on l'a mis sur la table froide, on a pris soin de lui, on levait ses pattes, en levant ses pattes, on faisait le bandage, on préparait des bandages autour de notre main, on regardait s'il était blessé quelque part, mais rien de ce genre, il n'avait pas l'air d'être blessé. Juste simplement d'être mal
d'être mal. Il avait simplement l'air d'être un petit peu mal. Il avait été emprisonné pendant on ne sait combien de temps avant qu'on ne le trouve. Il avait juste l'air d'être un petit peu mal. Il ne, il ne buvait pas, il se nourrissait uniquement de chair crue. Il se nourrissait uniquement de chair crue. Je me suis dit, pour un animal carnivore comme celui-ci, qu'avait-il mangé pour survivre là? Qu'avait-il mangé? Peut-être les restes des gens qui jettent leur nourriture ou alors leur gobelet par terre. Peut-être qu'il avait mangé les restes ou bu les restes pour vivre, ou alors qu'il avait essayé de s'adapter et de se nourrir de plantes. Mais je me suis dit, pour un carnivore comme un puma, comme un jeune puma, qui est censé grandir et qui est censé rentrer, qui est censé devenir un grand puma, comment aurait-il pu se nourrir d'herbacées et d'autres choses dans ce genre-là? Comment aurait-il pu faire comme les herbacées, les animaux herbacés, qui se nourrissent de ça, de plantes, ou alors qui se nourrissent de fruits? Comment aurait-il pu s'adapter? Il ne l'a pas fait, il ne l'avait pas fait. En fait, il s'était simplement trouvé seul à l'intérieur de cette planche, mais chaque jour, une petite fille venait le nourrir. C'est ce que nous avons remarqué sur les caméras de surveillance de l'une des tours. Chaque jour, une petite fille venait s'accroupir et venait le nourrir. Elle mettait alors tranquillement sa main entre les deux planches écartées et elle y versait alors du sang pour qu'il puisse boire. Elle y versait aussi et y déposait un petit peu de viande crue quand ses parents allaient faire les courses. Dès qu'ils avaient le dos tourné, elle prenait de la viande crue ou alors du poisson pour pouvoir lui donner. Et il mangeait. Et elle attendait juste en face qu'il ait terminé de manger. À ce moment-là, elle repartait et faisait semblant de rien. Ses parents lui tendaient la main à cette jeune fille pour lui dire « Reviens !» et elle repartait. Elle le caressait tendrement en lui disant « Je vais revenir demain ». Et le lendemain, elle revenait. Jusqu'à ce soir où c'était un autre tour de revenir. On l'a pris, on l'a amené sur la table blanche. On l'a amené sur la table blanche et froide. On a pris soin de lui, on lui a fait des bandages et on lui a offert de quoi manger et boire. On a pris soin de lui, on lui a offert un foyer et on l'a même appelé Bloomy. Ça a été son nom. Quand on l'a pris entre les planches en métal, il avait l'air un peu bleu, mais il était gris. C'était encore un jeune puma. Alors on l'a appelé Bloomy. On lui avait donné un nom, un foyer, de quoi manger, de quoi boire. On l'avait guéri et on lui avait fait quelques injections pour qu'il se sente mieux. On avait un petit peu dû se débattre avec lui, mais lorsqu'on a rangé nos armes, lorsqu'on a déchargé nos armes, que la lumière sur nos armes, les néons sur le côté ont disparu, Bloomy se sentait plus en confiance. Il pouvait enfin aller vers nous. Et lorsque je suis allé sur le canapé, que j'ai ouvert la tablette et le PC juste à côté de moi pour voir les environs et capturer les environs, et quadriller les endroits différents dans lesquels nous allons aller. J'ai quadrillé différents endroits dans lesquels on pouvait aller et encore sauver la faune et la flore, ou alors sauver la ville de toute cette technologie. J'étais en train de faire ça et Bloomy est venu tout près de moi. Il s'est frotté à l'écran de mon PC, et puis ensuite s'est frotté à mon arme qui était complètement déchargée. Elle était complètement déchargée et je l'avais éteinte. Comme le néon avait disparu, il n'en avait plus peur. Ce néon, quand il était allumé, dégageait une sorte de son très désagréable, mais lorsqu'il était éteint et qu'il n'était plus allumé, ne dégageait aucun son. Bloomy s'est endormie juste à côté du chargeur et de la détente. Heureusement qu'elle n'était pas chargée. J'ai gardé Bloomy près de moi, et en gardant Bloomy près de moi, je l'ai posé sur mes jambes. Je l'ai caressé jusqu'à ce qu'il s'endorme, et toi, tu es venu près de moi. Tu étais en train de ranger la salle où on avait pris soin de lui. Tu étais en train de nettoyer le sang et de nettoyer la nourriture dans la gamelle qu'on lui avait posée sur le sol. Tu étais en train de remplir l'eau et de la changer, alors qu'on venait de mettre de l'eau dans sa gamelle. Avec un couteau, tu avais marqué Bloomy sur l'une des gamelles, pour qu'il puisse savoir que c'était les siennes. Pour qu'il puisse savoir que c'était les siennes, tu étais venu avec un couteau, avec les deux gamelles que tu avais posées à côté de toi. Tu en as pris une, d'abord celle où on mettait l'eau, et tu as gravé avec le couteau Bloomy, B-L-U-M-I. Et puis ensuite sur l'autre, B-L-U-M-I, les unes après les autres. Et tu as fait ça, tu les as reposées par terre pour qu'il puisse savoir que c'était à lui. Tu les as mis juste en face d'un mur qui était éteint, pour qu'il puisse savoir et ne jamais avoir peur. Parce qu'on s'est dit que face à la vitre, avec tous les énormes vaisseaux qui passaient devant,
Il devait certainement avoir peur ou alors les craindre. On a mis une petite lumière pour qu'il puisse les voir et savoir où elles étaient dans l'appartement et se repérer. Mais face au mur, c'était mieux, car face à la fenêtre, il allait peut-être craindre les énormes vaisseaux et les vibrations qu'ils faisaient.